Manger un plat de pâtes dans une assiette Popolo, c'est toute l'Italie qui s'invite à votre table. Ses couleurs, sa bonne humeur, sa dolce vita, toutes ces valeurs qui sont chères à la marque et que l'on ressent dans chacune des céramiques fabriquées par des artisans italiens entre tradition et poésie contemporaine. J'adore cette marque, donc je suis ravie de rencontrer Élise Tissot, sa fondatrice. Bonjour Élise. Bonjour Hortense. Alors, d'abord, ça veut dire quoi, Popolo ? Alors, Popolo, ça veut dire peuple en italien. Et ça vient de la Piazza del Popolo à Rome, où j'ai vécu du coup pendant 2 ans et demi. Et l'avantage de Popolo, c'est que tout le monde peut prononcer Popolo. Oui, c'est vrai. Alors, t'es française. J'ai l'impression que oui, t'as pas d'accent. Pourtant, c'est une marque qui semble italienne, mais tu viens de nous dire que t'as vécu en Italie. Alors, vas-y, raconte-nous l'histoire de Popolo. Exactement. Je suis française et j'ai eu la chance d'aller vivre en Italie pendant 2 ans et demi, 3 ans, où j'ai fondé la marque à Rome, où j'ai vécu avec ma famille. Donc, comment t'as eu l'idée ? D'aller vivre en Italie ? Non, d'aller vivre en Italie, tu peux nous dire, mais de fonder Popolo, c'est l'histoire, l'ADN de la marque. En fait, c'est une longue histoire, je pense. J'ai longtemps été salariée pour des entreprises, dans des univers un peu autour du marketing, notamment au début pour un opérateur et après pour un grand magasin. Et à un moment, je pense que je me suis demandé qu'est-ce que j'avais envie de faire après, quelle était la suite. Et j'avais un peu du mal à trouver une réponse, à savoir vers quel poste j'avais envie d'évoluer, est-ce que c'était vers une autre société, etc. Ça correspond aussi à un moment où j'ai eu mon premier enfant. Je pense que c'est un moment où on se pose énormément de questions. Et je me suis dit, avec toutes ces questions, de rajouter en plus un enfant, non, il faut changer quelque chose. Et à cette époque-là, mon mari m'a dit, si tu veux, j'ai l'opportunité de partir avec mon travail, on peut aller à Rome. Et j'ai dit, ok. Donc l'histoire a commencé comme ça. On s'est retrouvés dans un pays où on connaissait personne, où on parlait pas un mot d'italien. Moi, j'avais fait espagnol à l'école, donc autant vous dire que c'était vraiment le bazar au début. Et en fait, tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce pays. Je suis tombée amoureuse déjà de son climat, où il faisait tout le temps quand même très beau. Rome, mais la majorité de l'Italie, c'est des villes hyper lumineuses. C'est une architecture hyper colorée. Et en fait, j'étais baignée là-dedans et je sais pas, j'ai senti qu'il se passait quelque chose. J'ai aussi aimé la façon d'être des Italiens. En plus, moi, je suis arrivée avec un petit bébé qui était vraiment tout petit parce qu'à l'époque, il avait 3 mois. Et en fait, on m'a accueillie comme si... il y avait vraiment... Alors, c'est un peu cliché, mais c'est vraiment vrai, ce symbole de la mama où quand vous arrivez, vous êtes la reine et en fait, le monde s'arrête et dans la rue, on vous croise avec votre enfant et on va vous dire « Oh, mes complimenti, mais che bello !» Et là, ça part en discussion pendant 20 minutes avec quelqu'un que vous connaissez pas. Mais voilà, c'est cette générosité, cette façon de vivre, tout était plus... je sais pas, c'est comme si, en fait... On arrivait de Paris, dans une ville qui était hyper en mouvement, hyper stressante, hyper dynamique. Et là-bas, en fait, c'est comme si le temps s'était un peu arrêté. On prenait le temps de se recentrer sur des choses simples qui étaient la famille, de partager un moment avec ton voisin que tu croises dans la rue, tu bois un café, il fait toujours beau. T'as un café, tu bois un spritz, et en fait, il t'apporte comme ça 15 pizzas pour que tu les goûtes. Et en fait, c'est comme ça, cette générosité, cette façon de vivre qui, moi, m'a touchée. Et en plus, je pense que j'étais à un moment de ma vie où, oui, c'est ce que je vous disais, c'est que j'avais ce petit bébé et j'avais envie de me poser, de réfléchir. Ça a été aussi une période où j'ai beaucoup voyagé en Italie parce que j'adorais. Donc, beaucoup aller dans le sud, en Sicile, en Toscane. Et je rencontrais du coup pas mal de céramistes. Enfin, oui, que je cherchais pas forcément vraiment à créer quelque chose autour de ça. C'était plus, moi, je voulais acheter de la vaisselle pour chez moi, ou je voulais acheter un vase sicilien. Et du coup, je rencontrais tout simplement des artisans. Et là encore, il y a tout de suite ce qui m'a plu et ce qui m'a touchée, c'est que je suis tombée dans des ateliers familiaux, où c'était la 2e, la 3e génération. Et là, c'est pareil, où vous arrivez et le monde s'arrête, on prend le temps un peu de te connaître. Et moi, j'ai trouvé ça formidable que ça soit... Oui, ces ateliers qui sont pris de génération en génération, ils sont toujours là, ils font des choses magnifiques de leurs mains, mais ils s'en rendent même plus compte. En fait, pour eux, c'est normal. Donc toi, tu as choisi des artisans, sont les mêmes pour toutes tes céramiques ? Alors, au début, j'ai commencé avec un atelier. Alors au début, c'est toujours les débuts. Donc vous arrivez, vous dites bonjour, je m'appelle Élise, j'aime bien ce que vous faites. Bon, je pense qu'au début, personne m'a trop pris au sérieux. Je pense que ce qui m'a bien aidée, c'est qu'à un moment, en fait, il y a eu le Covid. Et du coup, tout le monde a eu le temps, encore plus le temps, parce que eux, du coup, ils avaient plus toutes leurs commandes de resto qui tombaient.
ils avaient des ateliers qui étaient pleins de céramique qu'il fallait quand même écouler. Et voilà, moi, ça m'a laissé du coup une petite place. Et je pense qu'après, ils ont vu que j'étais quand même sérieuse et que les commandes arrivaient, etc. Et les artisans, au début, il y en avait un, puis deux, et maintenant c'est environ 10 à 15 d'ateliers. Et du coup, ce qui est important, c'est qu'au début, quand la société a commencé un petit peu à grossir, que je voulais un peu élargir l'offre, je cherchais des ateliers qui sont... chaque atelier a un peu sa spécificité. C'est-à-dire que quand j'adresse un besoin à un atelier, je sais que c'est l'atelier qui a un style peut-être un peu plus précis, un peu plus... alors, qualitatif, ce serait pas le mot, mais il y a vraiment plusieurs types de peintres, parce que c'est comme quand vous dessinez au crayon, vous n'avez pas forcément la même patte, pas forcément la même précision. Il y en a qui ont vraiment suivi des formations aussi de dessin, donc ils peuvent faire des choses hyper précises et hyper travaillées. Et d'autres, c'est plus ce qu'on appelle à la sinistra, ça veut dire à la gauche, à la va-vite, à la rapide. Oui, parce qu'il y a deux types de métiers. En fait, tu fais donc beaucoup d'assiettes en céramique. Donc, tu travailles avec des ateliers de céramistes ou des ateliers de céramique. Comment on dit, des ateliers de céramique, des ateliers de céramique, ou des céramistes. Ou des céramistes, oui, voilà. Et il y a aussi tous les motifs. Donc, ça se passe pas forcément dans le même atelier. Comment t'es organisée ? Alors, il y a plusieurs choses. Certains ateliers produisent la base en terracotta, en argile. Donc, eux, ils gèrent tout. D'autres vont acheter chez des potiers. Donc, souvent, moi, je me rends un petit peu chez les deux. C'est-à-dire que je vais chez les potiers voir des formes. Certaines céramiques sont capables de me faire les formes et la peinture. Du coup, on peut aussi dessiner des choses ensemble. Ça dépend vraiment du projet. Voilà, ça c'est vraiment... ouais, d'accord. Alors, il y a énormément de collections, il y a énormément de formes de vaisselle, de plats, d'assiettes, il y a énormément de motifs, mais j'ai l'impression qu'il y a deux types de collections, grosso modo. Il y a celles qui sont un peu... nourries par quelque chose de plus la culture du passé, on dirait même des assiettes qu'on pourrait chiner, et un peu des assiettes anciennes, et il y a aussi des collections qui sont plus graphiques, plus modernes. Ouais. Alors, en fait, au début, quand j'ai commencé, je suis vraiment repartie des motifs italiens typiques. Donc, chaque région a un peu ses motifs. Sur Amalfi, ça va être plus les motifs avec les animaux, les poissons, etc. Quand on part sur la Toscane, l'Umbria, là, c'est plus délicat, c'est plus des petites fleurs. Et après, il y a toutes les pouilles où là, c'est les taches où ils jettent la peinture sur les assiettes. Donc ça, c'est leur histoire, c'est leur patrimoine et c'est eux qui l'ont inventé. Et moi, l'idée aussi au début, c'était un peu de faire un mix and match de tout ça, d'avoir un peu toutes les régions italiennes, parce que moi, je trouve ça beau quand c'est mixé. Et après, au fil du temps, moi, j'ai eu envie de raconter mes histoires. Du coup, ça a été mes graphiques, où là, du coup, c'est moi qui leur fais des croquis et après, ils les réinterprètent sur la céramique. D'accord, oui, tout ça est très mélangé. Il faut mélanger. Ouais, moi je le vois comme ça. Et j'ai remarqué un détail, le fond est toujours blanc, on est d'accord ? Oui. C'est voulu ou c'est une signature ou c'est comme ça qu'ils travaillent là-bas ? Alors eux, ils travaillent plus comme ça. Faire des fonds colorés, c'est pas forcément des choses qu'ils savent faire. Enfin, c'est pas qu'ils savent pas faire, il faut juste changer la couleur de l'émail. Mais c'est pas quelque chose qui est... Non. Dans les ateliers avec lesquels je travaille, non. On pourrait le faire, mais du coup, ça demanderait un développement, ça demande de changer d'émail. Voilà. Bon, ce serait vraiment un vrai développement. C'est plus facile de peindre un motif différent et de garder le blanc. Ouais. Et dans l'esprit, donc on mélange. On peut mettre une grande assiette à rayures, par-dessus une plus petite assiette à fleurs, des coquetiers avec des petits mots. Moi, c'est ce que j'aime. Et je trouve que c'est ce qui donne aussi ce côté rétro, ce côté un peu dépareillé. C'est aussi ce côté pas trop sérieux, pas trop strict. Pour moi, c'est plus facile de l'exprimer comme ça. Je trouve que quand on fait des choses, par exemple, qui sont des mêmes couleurs, de mêmes dessins, je trouve que ça impose un côté un peu plus sérieux et on a un peu peur de se tromper. C'est-à-dire qu'on va dire, est-ce que j'ai bien mis le couteau, est-ce que c'est la bonne assiette, etc. Et quand on part dans quelque chose de dépareillé, en fait, comme c'est dépareillé, voilà, c'est pas très grave. Moi, je mets par exemple avec des verres que j'ai chinés, que j'ai récupérés de chez mes grands-parents, donc aucun verre n'a la même taille. Et moi, je trouve ça beau comme ça. C'est l'esprit un petit peu rétro. Oui, et beaucoup d'humour. Tu as fait d'ailleurs une dernière collection avec des mots italiens, oui. Des mélanges de citations un peu. Avec c'est quelque chose qui est... ouais, ça. C'est un ADN fort aussi chez toi, ça. Alors les mots, oui. Et j'ai commencé avec une collection que j'avais appelée La Familia, parce que pour moi, c'était ce côté famille où en fait tu pouvais écrire sur une assiette un prénom ou écrire un message personnalisé. Et c'était ce côté aussi, c'était un pilier de Popolo, parce que c'était un pilier du coup
moi, mon histoire quand j'ai lancé Popolo, et c'était en référence aussi à cette histoire qui est assez forte de la famille en Italie. Et les mots, c'est quelque chose qui marche assez bien parce que ça permet de laisser un petit message. En effet, ça peut être un peu rigolo. Voilà, je pense que c'est un vecteur fort de l'image de Popolo, d'avoir ce côté un peu décalé, un peu rigolo. Ouais, il y a je disais tout à l'heure, des grosses fleurs, des poissons, des rayures. Qu'est-ce qui marche le mieux? Ça m'intrigue. Ça dépend. En fait, j'aurais du mal à choisir une collection qui marche mieux ou pas, parce qu'à chaque fois, et c'est peut-être parce que c'est ce que j'insuffle moi, mais les clients, elles mixent. Donc, elles vont acheter de la rayure, en même temps, elles vont acheter des fleurs, en même temps, elles vont acheter des poissons. Enfin, il y a vraiment ce côté, chaque commande, et c'est ça qui est drôle, c'est que chaque commande est différente. Et chaque cliente peut un peu exprimer sa créativité comme elle le souhaite. Ah, donc même tes clients sont créatifs et du coup choisissent chaque tout de suite vers du dépareillé. C'est toujours. vraiment l'idée. Oui, c'est toujours comme ça. Alors moi, je t'ai connue, au début, je me souviens, j'avais été assez marquée par les Siciliennes qui sont les vases traditionnels. C'est vraiment impressionnant, c'est une identité forte. Ça vient d'où, ces vases? Alors, ces vases, ils sont originaires de Sicile. C'est une légende qui raconte qu'une Sicilienne qui était tout le temps sur son balcon est tombée amoureuse d'un mort quand... La Sicile, c'est une île qui a été beaucoup envahie. C'est une île qui est très riche d'histoire. Vous avez des choses qui sont très arabisantes, il y a des choses un peu espagnoles. Enfin, c'est vraiment un mix. Il y a beaucoup d'arabesques. Voilà. C'est une île qui est à part. C'est un style qui est vraiment différent du reste de l'Italie. Et cette histoire, du coup, de cette Sicilienne qui était tombée amoureuse d'un mort, sauf qu'un jour, il a eu envie de repartir chez lui parce qu'il avait une famille. Et ça, elle n'a pas supporté. Du coup, elle lui a tranché la tête et elle a fait pousser dedans les basiliques. Et la légende dit qu'elle avait les plus beaux basiliques de l'île. Voilà. Bon. C'est une histoire totalement folklorique, totalement macabre, etc. Mais bon, qui est rigolote, malgré tout. Et surtout, ce qui est impressionnant, c'est que quand vous arrivez en Sicile, vous avez des vases comme ça sur tous les balcons qui sont là. Si on décrit aux auditeurs, ça fait comme un visage d'homme ou de femme? Que des femmes? Alors, la légende, c'est un homme. Ouais. Après, maintenant, il y a des femmes, des hommes. L'idée, moi aussi, c'est que je vends beaucoup le couple. Alors, comme l'histoire est un petit peu macabre, c'est quand même un vase en forme de tête, moi, je fais toujours attention, et c'est un peu ce que j'aime, à prendre des couleurs qui sont soit gaies, soit vives. Donc, ils ont des couronnes de citron, Voilà, il y a d'autres styles de siciliennes qui sont plus sombres, parce que l'histoire est quand même sombre à la base. Oui, donc c'est un contenant en forme de tête et l'intérieur est creux et on met quoi? Des fleurs, des fruits? Des fleurs, des fruits. J'ai des clientes qui mettent des petits mini citronniers, voilà. Ouais. Et les assiettes, en fait, je vois, et là on est dans ton petit showroom, elles sont accrochées. On peut les accrocher et s'en servir comme élément déco. Exactement, ouais. Je les accroche au mur, comme des tableaux. Ouais. Non, mais c'est ça. On peut s'en créer, on peut se faire un décor italien chez soi avec des assiettes. C'est original. Est-ce que tu trouves que la céramique, c'est très en vogue et depuis plusieurs années, c'est un style différent qu'en France, la céramique italienne? Alors, moi, quand j'ai commencé avec la céramique italienne, les Italiens de ma génération me disaient « Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est vieillot, c'est ce qu'on voyait chez nos grands-mères. » Donc, eux, ils n'avaient pas... pour eux, c'était pas à la mode, c'était ringard, etc. Bon. Moi, j'adorais ça, je trouvais ça hyper coloré, hyper ensoleillé. Je me suis adressée au début au marché français, parce que je suis française, donc c'était un peu le plus facile. Et je pense que les gens, ce qu'ils ont aimé dans Popolo, les clientes, c'est ce côté très coloré, très ensoleillé, ce côté un peu mixé, ce que je racontais avant. Et maintenant, ce qui est assez drôle, c'est que je pense que les Italiens, du coup, reviennent un petit peu à ça, parce qu'ils voient que ça marche bien. Et je me fais contacter par des Italiens, parce que je pense que l'univers Popolo, en fait, ça a été un mix de ce côté rétro, de vieilles pièces qui existent. Enfin, il y a des modèles qui existent depuis 50, 60 ans. Il y a des choses où c'est pas du tout Popolo qui les a inventés. Mais c'est une façon de les mettre en scène. Voilà, ça a été modernisé. Et alors, il y a aussi, j'ai vu que tu as fait de l'huile d'olive, il y a un petit côté épicerie, il y a des sets de table, il y a des très jolies lampes. Tu veux te diversifier? Alors, l'idée, au début, quand j'ai créé Popolo, c'était vraiment un art de vivre, c'est-à-dire une façon de penser, ce côté un peu farniente, très dolce vita. C'était tourné autour du voyage, où je listais un peu tous mes bons plans, qui pouvaient être des petites boutiques ou des cafés, des restos. Il y avait le côté food, parce que c'est hyper important en Italie. C'est pas quelque chose que j'ai vraiment développé, parce qu'il y en a déjà beaucoup, et gérer de la food sur un site internet, c'est un peu compliqué. Donc moi, je me suis concentrée surtout sur l'huile d'olive. J'ai choisi une huile d'olive qui est hyper marquée, qui est hyper forte. Enfin, c'est vraiment pas une huile d'olive de cuisine, c'est l'huile d'olive que vous mangez avec du pain,
comme ça, brute, avec un peu de sel. Enfin, en tout cas, moi, je la déguste comme ça parce qu'elle est vraiment assez goûtue. C'est un mix aussi avec la céramique parce que du coup, le contenant est en céramique et fait à la main, donc il y a quand même un lien avec l'autre côté. Mais Popolo, voilà, c'est aussi un peu plus large. Donc oui, il y a des lampes, oui, il y a des sets. L'idée, c'est de donner un peu un état d'esprit, voilà, une façon de voir la vie, et de profiter de la vie, de prendre le temps, voilà, d'avoir une vie qui est gaie. Je trouve que ça fait du bien. Tu vois comment Popolo dans 10 ans ? Ah, ça c'est une bonne question. J'aimerais retrouver comment je l'avais imaginé au début, c'est-à-dire ce côté un peu lieu de vie. Donc j'aimerais qu'à un moment, Popolo s'exprime dans des lieux. Alors ça peut être des cafés, ça peut être des maisons, je sais pas. Je pense que ça c'est important. Et on se fait aussi de plus en plus contacter par des marques qui n'ont pas forcément de la céramique, mais qui nous demandent d'apporter un œil un peu sur leurs produits, d'apporter ce côté un peu dolce vita et farniente, douceur de vivre. Donc ça aussi c'est rigolo parce que du coup c'est vraiment un peu l'ADN de Popolo qui était un peu de transmettre cet état d'esprit. Ouais. Et tu vas beaucoup en Italie ? J'essaye. C'est de plus en plus compliqué parce que, en fait, au début, les ateliers étaient un peu concentrés dans la même région. Maintenant, il y en a un petit peu de partout. Et j'essaye de tous aller les voir au moins une fois par an, mais... Ouais, et toi, tu es la fondatrice, donc tu fais autant le dessin, les graphismes, que alors moi, la prod, prod, etc. Je griffonne des petits dessins, oui. Ouais, mais tu fais tout. Oui. Ouais. Eh ben bravo, moi Merci. c'est une très belle success story et tes produits, ton univers, c'est vraiment canon. Merci. Bravo Elisa, au revoir. À bientôt. Avec Décodeur, la déco, ça s'écoute. Si vous écoutez le podcast, vous avez déjà entendu parler Camille de Villartay qui a fondé Tapis Chéri car elle nous présentait sa jolie marque lors d'un épisode